en préparant cette intervention, je me suis dit que notre préparation préalable, qui nous a amené à ce titre, renouer avec la dimension sacrée du quotidien, les sociétés en avance ne sont pas celles que l'on croit, était un titre assez provocateur quand même. N'empêche que, aussi provocateur qu'il puisse être ou sembler, il ne s'agit pas de changer de hiérarchie. Hein. Quand on annonce les sociétés en avance ne sont pas celles que l'on croit forcément, il ne s'agit pas de dire « Ok, l'Europe ou les Occidentaux ne sont pas si en avance que ça, puisque c'est ce qu'on sous-entend, c'est les autres qui sont plus en avance. » Ça ferait que déplacer le problème, en fin de compte. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est, comme tu l'as exprimé à ta façon, Laurence, et je te remercie, c'est de sortir de ces idées linéaires, c'est d'amener un petit peu de relief, en fait, hein, de montrer les aspérités, d'apporter un peu plus de panorama, on va dire, par rapport à des automatismes de pensée, des conditionnements, des habitudes que l'on peut avoir. Donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est pas de trouver une autre hiérarchie, c'est de montrer qu'on peut considérer nos manières de vivre et les manières de vivre des autres autrement que par un classement banal. Hein. Donc, c'est vraiment remettre de l'épaisseur. Donc, voilà, on part du principe que les personnes qui regardent ces interventions, ces soirées sont de toute façon plutôt plus lucides que moins lucides par rapport à la situation du monde bancal actuel dans lequel nous vivons. Fin d'une époque, fin d'une civilisation, comme le disent certains. On en parle depuis longtemps. On en parle beaucoup, ce qui est très bien. Hein, donc, parler, expliquer, montrer, diffuser, alerter, c'est indispensable pour des prises de conscience. C'est indispensable pour faire changer les mentalités, pour amener une dynamique. N'empêche que ce n'est pas suffisant. En tout cas, ce n'est plus suffisant. C'est une étape, mais il en faut d'autres. Hein. Au bout d'un moment, parler, c'est bien, mais il faut passer à l'acte. Et c'est de ça dont il va être question ce soir, en fin de compte, de regarder comment est-ce qu'on peut passer à l'acte. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, et d'autant plus avec ce qu'on a vécu depuis 2-3 ans, l'espace public est totalement saturé de bavardage, en fin de compte. Et donc, on perd en consistance du discours, du contenu, parce qu'on est sans arrêt en train de répéter, un peu comme les parents répètent à leurs enfants comment lasser leurs chaussures ou qu'il faut se laver les mains avant d'aller à table ou des choses comme ça. Donc, on répète, mais on voit bien que ce n'est plus suffisant. Ce qui a pu évoluer en termes de conscience, de prise de conscience, a fait son chemin. Maintenant, il faut passer à une vitesse supérieure, on va dire. Hein. On passe la seconde. Et moi, ce que je constate aujourd'hui beaucoup dans les médias, les interventions, etc., c'est que aussi intéressant que puissent être les interventions des uns et des autres, on en reste à blablater. Je mets ça entre guillemets, je suis un peu provocatrice exprès, hein. On en reste à blablater, à répéter les mêmes choses. Donc, je ne vais pas faire exception à la règle, je vais aussi répéter en partie certaines choses qui ont été redites, mais pour le mettre en perspective avec des manières d'agir et voir quelles sont nos marges de manœuvre par rapport à ça, individuellement et collectivement, pour justement remettre de l'épaisseur, du relief dans ce qu'on peut mettre en place au quotidien pour faire évoluer la société et que le passage puisse se faire de manière la plus fluide et la plus efficace possible. Donc, évidemment, il y a déjà énormément de personnes qui sont passées à l'acte depuis très longtemps, qui passent à l'acte récemment, certains beaucoup plus que d'autres. N'empêche que globalement, nous tous ne passons pas suffisamment à l'acte. Et pour moi, il s'agit de réfléchir en continu sur comment on réajuste pour activer les choses, pour ne pas se laisser embourber par une dynamique qui pourrait ne pas nous mener là où nous en avons envie, en sachant bien qu'il existe X dynamiques
concomitantes qui amènent dans X directions différentes. Et donc, tout le monde essaie de tirer la couverture de son côté sur, voilà, mais moi, c'est comme ça que je veux que ça se passe. Moi, c'est comme ça que je veux que ça se passe. Et ça va tirer là où il y aura le plus d'actions efficaces, là où les leviers seront les plus forts. Et je crois beaucoup aux leviers où, évidemment, la conscience et le monde plus grand prennent une place beaucoup plus importante par rapport au monde matérialiste, voire transhumaniste, si on prend que ces deux directions-là. Donc, mon propos ce soir, c'est d'une part, comme à mon habitude, de recontextualiser la situation avec certains prismes que je vais vous présenter. Ensuite, très brièvement, de regarder où on en est dans ces points de bascule. Est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas, de quoi il s'agit. Et puis, ensuite, de vous présenter comment ça se passe ailleurs, dans d'autres cultures, sur d'autres continents, pas forcément en vous donnant des exemples précis, même si on pourra y revenir pendant les questions-réponses après, mais en vous donnant plutôt des grandes tendances que j'ai pu aborder déjà en partie dans mes ouvrages, mais voilà, je vais reprendre certaines de ces tendances pour mettre en perspective la manière dont on peut faire aussi autrement ailleurs. Et après, à chacun d'identifier qu'est-ce qui lui convient, qu'est-ce qui ne lui convient pas, et de revoir sa manière de considérer la situation dans notre société actuelle, occidentalisée et française en ce qui nous concerne aujourd'hui. Si à des moments je vais trop vite ou c'est flou ou autre, n'hésitez pas à m'interrompre, ça ne me gêne pas du tout. Hein, donc, pas de souci par rapport à ça. Donc, en termes de contextualisation, comme tu l'as rappelé, Laurence, en fait, depuis mes études et ensuite mes différentes activités professionnelles dans les différents contextes, l'un des fils rouges, c'était de m'intéresser à l'histoire et au processus d'évolution des idées, des mentalités et des comportements dans différents domaines. Ça a été en Inde pendant un moment, dans le monde du travail ensuite. Enfin voilà, il y a eu plusieurs sujets, terrains d'études, on va dire. Mais à chaque fois, il était question de cette évolution des idées, des mentalités, des comportements. Comment les idées, nos comportements, nos mentalités naissent, comment est-ce qu'ils se développent, comment est-ce qu'ils sont malades ou pas, comment est-ce qu'ils guérissent, comment est-ce qu'ils meurent pour être remplacés par d'autres. Donc, j'ai toujours été au carrefour entre ce qui se passe individuellement et ce qui se passe collectivement d'une part, et les liens entre ça, et qu'est-ce qui se passe d'un point de vue immatériel, je dirais pas invisible, je dirais immatériel, et ce qui se passe d'un point de vue matériel. Quand on parle des idées, des mentalités, c'est pas tangible, on est vraiment dans l'immatériel. Quand on parle des comportements, on peut les décrire précisément, on peut les filmer, on peut les reproduire de manière concrète. C'est matériel. Donc, on est au carrefour de ça, en fait. Et comment est-ce qu'on passe de l'immatériel au matériel, du matériel à l'immatériel? Comment tout ça se joue les uns avec les autres, ces différents contextes. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est simplement le résultat, mon état des lieux actuel, de ces analyses, de ces observations, de ces réflexions. Et c'est simplement une proposition. Libre à vous d'être d'accord ou pas d'accord, hein, bien évidemment. Le passage dont il est question, donc ce changement de civilisation ou ce changement de culture, si on prend ça dans une moindre échelle, ces passages, quels qu'ils soient, se feront obligatoirement par un passage à l'acte, par des passages à l'acte. Il ne suffit pas d'en parler pour que ça se produise. Il va bien falloir que ça se concrétise d'une manière ou d'une autre, à la fois dans nos comportements, dans nos organisations et dans la manière concrète dont nous allons vivre un quotidien futur, que ce soit notre quotidien d'ici quelques années ou que ce soit un quotidien beaucoup plus lointain, puisqu'on ne sait pas exactement quel temps est nécessaire pour cette transmutation, on va dire. Donc, passage à l'acte, ça, c'est incontournable, indispensable. Maintenant, la question, c'est comment initier ces passages à l'acte? De quel type de passage à l'acte il s'agit? Et très spontanément, alors spontanément parce que ça fait partie de nos
habitudes de pensée, et puis parce que c'est les discours qui sont véhiculés aussi la plupart du temps, il y a une tendance à se dire, OK, il va falloir que les politiques fassent, il va falloir que les institutions fassent, il va falloir que la société fasse. Certes, les institutions, les politiques, la société peuvent faire. N'empêche que quand on part sur ce principe-là, même s'il s'agit du canal officiel, quand on part sur ce principe-là, ça engendre spontanément une attitude de passivité, une attitude déresponsabilisée et déresponsabilisante. On attend que les autres fassent pour ensuite suivre le courant. Donc, il y a comme un processus qui peut aller jusqu'à l'assistanat, qui est de l'obéissance à un système. Si le système met en place, on suivra. Entre parenthèses, pour des Français, on attend que le système se fasse pour faire autrement, mais bon, dans les injonctions qui sont proposées, c'est de ça dont il s'agit. Donc, ça peut être utile, sauf que si on attend que les institutions, le système, la politique, la société changent, on peut encore attendre longtemps. Pourquoi est-ce qu'on peut attendre longtemps? Pas parce qu'il ne se fait rien, mais simplement parce que la manière dont ça a été conçu fait que ce n'est pas suffisant à court terme. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? D'abord parce qu'il s'agit d'influences dures dans le sens coercitive. On va nous dire ce qu'il faut faire. Parce que de toute façon, ces influences-là, ou ces règles, ou ces consensus, ou ces réglementations, etc., sont liées à des intérêts politiques, économiques, géostratégiques, qui sont basés sur le système actuel, le système qui est en fin de vie actuel, celui d'État capitaliste, matérialiste, naturaliste au sens de si c'est tangible que je le touche, ça existe bien. Si c'est intangible, ça n'existe pas. On est encore avec cet héritage-là très prégnant. Donc, c'est un système d'abord qui a beaucoup d'inertie. Donc, plus un système a d'inertie, plus il est lent à changer. Alors, certes, il a une force après de changement due à l'inertie précédente, mais bon, on peut attendre encore longtemps. Ça, c'est le premier point. Et puis, c'est insuffisant aussi parce que ces institutions, d'où sortiraient ces réglementations, ces directives, etc., appartiennent au modèle à dépasser. Donc, ça me paraît un petit peu bancal d'oser espérer que le système que l'on souhaite faire disparaître ou qui doit disparaître pour se renouveler totalement nous donne de lui-même sa recette pour s'autodétruire. D'une certaine manière, il y a quelque chose de paradoxal et qui ne tient pas trop la route. Donc, voilà pourquoi je pars du principe que attendre que la société, les politiques, les institutions fassent pour nous n'est pas suffisant et en tout cas pas suffisamment efficace. Après, on peut se dire, oui, mais dans le collectif, il y a d'autres manières d'intervenir. Il y a tout ce qui est de l'ordre de la société civile, des associations, voilà, tout ce qui est hors institution, pour faire court. Là aussi, c'est très bien. Il y a plein de choses qui se font, c'est indispensable, mais ça ne me paraît pas suffisant. Pourquoi ça ne me paraît pas suffisant? Parce que, à nouveau, comme il s'agit de collectifs, il y a besoin de discours pour faire consensus au sein de ces collectifs. Que ce soit des collectifs qui se créent ou des collectifs qui sont déjà existants depuis longtemps, il faut faire consensus, donc il faut prendre du temps pour échanger, se rencontrer, monter des projets, construire des dossiers administratifs. Il y a toutes ces lourdeurs-là qui font que ça prend du temps et de l'énergie à organiser avant de pouvoir faire. Alors, je sais bien qu'il y a des aspects il y a d'autres actes de la société civile qui sont d'une autre nature, mais ils ne me paraissent pas être majoritaires aujourd'hui.
C'est pour ça que je reste dans une approche globale, même si je sais qu'il y a tout un tas de contre-exemples. Pourquoi est-ce que c'est aussi insuffisant de mon point de vue? Parce que ces approches collectives sont des actions face à un système en place et des pouvoirs en place. Donc, ce sont des actions qui agissent, ou des collectifs qui agissent en termes de contre-pouvoir. Donc, indispensables pour bousculer un petit peu, pour dépoussiérer, etc. Mais ça reste dans le modèle. Et donc, comment est-ce qu'on peut changer un système en restant dans le système? C'est pas suffisant. Il faut aussi trouver une autre solution qui vienne injecter quelque chose de nouveau plutôt que de partir de l'intérieur du modèle pour le changer. Quand on est dans cette ampleur de changement-là. Et donc, c'est ça qui m'amène à dire, à penser, à croire que l'action individuelle me paraît aujourd'hui indispensable et nécessaire de déployer à beaucoup plus grande échelle. Pour moi, ce sont les actions individuelles qui vont faire que la société actuelle, notre modèle de civilisation actuelle, va accélérer et amplifier le passage ou les passages dont il est question. Alors pourquoi? D'abord parce que je pense qu'il vaut mieux faire plutôt qu'attendre que les autres fassent. Hein, donc là, on est à nouveau dans cette notion de responsabilisation, etc. Et puis parce que il s'agit d'un autre type d'action, de transformation, que j'appellerais transformation silencieuse, pour reprendre la terminologie de François Julien. Transformation silencieuse, pourquoi? Parce que elles n'ont pas forcément besoin d'être exprimées pour exister et pour se diffuser par capillarité autour. C'est faire, les autres peuvent voir ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas, s'en inspirer ou pas, mais on n'a pas forcément besoin de revendiquer ce que l'on fait. À partir du moment où on commence à revendiquer ce que l'on fait, vient le danger de revenir dans des injonctions, dans des attitudes petit prof, dans des catégorisations et des étiquettes. Est-ce que tu fais comme moi? Est-ce que tu ne fais pas comme moi? Est-ce que tu appartiens à tel courant ou est-ce que tu n'appartiens pas à tel courant? Ce qui est nécessaire pour s'identifier, se reconnaître, faire un collectif, certes, mais qui peut aussi créer des scissions. Et aujourd'hui, on le voit, il y a énormément en fin de compte, chacun d'entre nous est tellement écroulé sous tout un tas d'étiquettes que de temps en temps, ça fait du bien de dépoussiérer ça et de se dire, mais je fais ce que j'ai à faire et je n'ai pas forcément besoin d'étiquettes. Je fais parce que c'est juste pour moi. Je ne fais pas pour me rapprocher d'un mouvement ou d'un autre. Donc, si on commence à faire et à revendiquer ce que l'on fait, avec la bonne intention d'expliquer, de diffuser, etc., mais l'effet secondaire, on va dire, l'effet pervers qui est dessous, c'est que ça peut rigidifier les échanges. Dans « tu appartiens pas à tel collectif ». Tu fais comme moi, tu fais pas comme moi. Moi, ce qui me paraît plus judicieux, au lieu de revendiquer, d'évangéliser, on va dire, c'est plutôt de revenir à soi intérieurement et de réfléchir sur nos propres incohérences et de voir là où on a nos marges de manœuvre individuelles, entre nos idées et nos comportements, entre nos revendications et nos passages à l'acte concrets, entre notre mentalité et nos comportements individuels avant de regarder ce qui se passe chez les autres. Et ça amène à ouvrir le panorama d'une autre manière et à sortir des bulles de présentation que l'on nous propose, ce que j'appelle d'une certaine manière l'hypocrisie des éco-gestes. Je vais m'expliquer là-dessus, je vais donner quelques exemples. Et on est tous dedans, hein, c'est pas, je ne suis pas en train de m'extraire du lot, hein, pas du tout. Mais il y a cette tendance quand même dans notre société actuelle à vouloir, pour se donner bonne conscience, faire des choses, mais en fin de compte, par ces actes-là, on se contredit nous-mêmes par rapport à nos propres idées, par rapport à nos propres valeurs, par exemple. Et donc ça, c'est très paradoxal et c'est là qu'il me semble qu'il existe énormément de marge de manœuvre pour
nous positionner, agir, diffuser par capillarité de manière plus ou moins silencieuse. Et ça va créer un mouvement qui va permettre au collectif de s'engager dans une voie qui n'est pas forcément prédéfinie à l'avance et dictée à l'avance. Quelques exemples de ces hypocrisies des éco-gestes dont je parlais. C'est très bien et très louable d'arrêter d'acheter des produits d'entretien chimiques et de les faire soi-même, mais quel est le sens quand, en faisant certains de ces produits d'entretien, on a besoin d'acheter 15 produits primaires pour faire une bouteille de lessive, là où on peut, par exemple, faire de la lessive avec juste un produit primaire. Très bien de faire des maquillages soi-même pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'essai sur les animaux, par exemple. Mais quel est l'intérêt global, écologique global, de faire soi-même son maquillage lorsqu'on a besoin d'acheter 15 produits différents pour un fard à paupières ou 12 produits différents pour un rouge à lèvres, en suivant les bonnes recettes écologiques dont il est question. Très bien de s'insurger contre l'élevage intensif, les conditions animales déplorables, je ne peux pas dire inhumaines, mais innommables dont sont victimes ces animaux et arrêter de manger de la viande, par exemple. Mais comment se fait-il à ce moment-là que certaines personnes vont consommer énormément de noix de cajou, par exemple, pour équilibrer leur alimentation, lorsque l'on sait que la récolte et le traitement des noix de cajou fraîches pour la consommation des Occidentaux fait en sorte que les doigts des femmes sont totalement rongés par l'acide de la noix de cajou fraîche. Il y a quelque chose d'inhumain. On va prendre soin de l'animal, mais on va bousiller la vie de tout un tas de femmes. Très bien de faire le tri des déchets, mais pourquoi continue-t-on à consommer encore trop de produits sous plastique qui produisent des déchets? Très bien d'arrêter le travail toxique et de se reconvertir ou de dire stop à des situations intolérables. Mais alors pourquoi s'enfermer pour certains dans des démarches de travail sur soi qui, dans certains cas, les ouvrent et les aident à s'épanouir, et dans d'autres cas, les enferment dans une autre bulle. On quitte une bulle pour aller dans une autre bulle. Très bien de faire du sport, mais à quoi ça sert de prendre sa voiture pour aller dans une salle de sport? Il y a quelque chose écologiquement là qui ne va pas. Écologiquement à la fois humain et sociétal, en termes de dépenses d'énergie. Très bien de consommer bio et responsable, mais est-ce qu'on a regardé la manière dont on avait placé notre épargne, nos investissements, pour ceux qui en ont, auprès d'assurance vie ou d'actions, auprès de sociétés qui produisent des produits que l'on ne veut pas consommer soi-même, mais que l'on finance d'une autre manière. Très bien d'aller voir les petits commerçants, mais pourquoi certains continuent de commander sur Amazon? Très bien de regarder nos conditions de travail, et de faire attention, et de s'insurger, et d'agir. Et à ce moment-là, pourquoi est-ce que l'on consomme via Uber? Très bien d'arrêter la consommation de papier, ou de stopper, ou de diminuer énormément la consommation de papier. Mais ça va aller où? Ça va aller sur les serveurs, les données vont aller sur les serveurs. Les serveurs, c'est quoi? C'est de l'énergie dépensée pour stocker les informations, refroidir les serveurs. Donc, il y a une autre consommation d'énergie. Pareil pour les vélos. Très bien de se déplacer à vélo, mais quid du vélo à batterie? Là, on est dans de la consommation de produits rares, extrêmement polluants pour extraire tout un tas de matières premières nécessaires pour les batteries. Pareil pour la voiture hybride. On nous vend ça comme des produits fantastiques, éco-responsables, alors qu'en fin de compte, c'est simplement déplacer le problème. Ce n'est pas plus éco-responsable qu'une consommation préalable. C'est simplement, on déplace le problème. Pareil on arrête de prendre l'avion parce que ça pollue trop, mais on continue de mettre la clim dans sa voiture, au bureau et à la maison dès qu'il fait 23 degrés. Il y a quelque chose de complètement incohérent dans nos modes de vie quotidiens, en fait. Et pour moi, la marge de manœuvre réelle que l'on a tous, c'est celle-là. C'est pas d'avoir un comportement irréprochable, puisque de toute façon, on est dans une société extrêmement complexe qui rend difficile le fait d'être irréprochable.
Et puis, ce n'est pas le but non plus. C'est simplement de se dire, qu'est-ce qui compte pour moi en termes de cohérence et d'incohérence? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire de petits pas plutôt que de s'annoncer comme étant un grand responsable, mais avec tout un tas d'incohérences dans notre quotidien? Elle est où la justesse? Je n'ai pas de réponse toute faite, hein. C'est vraiment une réflexion avec, comme je vous disais, une démarche à petits pas de réflexion sur quoi est-ce que j'ai envie d'agir aujourd'hui pour avoir un comportement plus responsable, quels que soient mes critères, que ce soit de l'écologie, que ce soit la cause animale, que ce soit le retour à la nature, que ce soit être plus en accord avec le monde plus grand et plus lié à ça, que ce soit peu importe quoi. Mais ce sont dans nos gestes du quotidien, dans nos habitudes, que l'on n'a pas l'habitude de re-questionner, justement, que se situent vraiment les marges de manœuvre, de mon point de vue. Donc, on se fait embarquer, consciemment ou pas, par des mouvances à la mode, que pour certains, on va revendiquer, auxquelles on va s'identifier, qui sont censés nous extraire d'un monde toxique ou dépassé que l'on critique, sauf que ce n'est pas la solution, parce que ça ne fait que déplacer le problème et on reste dans le même monde. Donc, le passage ne se fera pas de cette manière-là. Le passage se fera forcément en identifiant les critères qui, nous, individuellement, nous sont chers et qui font qu'on peut modifier certains de nos comportements, parfois de manière radicale, parfois de manière plus douce, en fonction de nos propres configurations. Quelqu'un qui habite en ville, qui habite à la campagne, qui a des enfants bas âge ou pas, voilà, il y a tout un tas de critères qui font qu'on ne va pas s'y prendre de la même manière, on n'aura pas les mêmes préférences. En tout cas, c'est ces changements de comportement qui font qu'on va faire des choix, justement. C'est ce que tu disais, Ivan, en introduction sur les grandes valeurs qui vous motivent pour ces réunions, notamment du passage. Faire des choix, boycotter, expérimenter, mettre en place de manière radicale ou plus douce, comme je le disais. C'est ça qui va faire qu'on va pouvoir observer nos comportements, se poser les questions, comment est-ce qu'on peut faire autrement? Qu'est-ce que ça ferait si j'essayais? Est-ce que ça me conviendrait mieux? Voilà, on teste et on y va. Et c'est en faisant ces changements de comportement individuels que, on se responsabilise, qu'on acquiert plus d'autonomie, qu'on arrive à stimuler notre capacité de réflexion, nos propres configurations, nos propres conditionnements. Et c'est ça qui va, par capillarité, se propager au fur et à mesure, pas à pas. L'idée, c'est que aujourd'hui, on est dans une société complexe et incohérente. Et ce dont il est question, c'est de passer à une société où la vie serait plus simple et plus cohérente, où il y aurait plus de consistance. C'est limiter nos propres incohérences entre nos idées et nos comportements. Et en ce sens, on voit bien que le sens nourrit l'action et que l'action nourrit le sens. Hein, ça marche dans les deux sens. L'idée de départ, nos ambitions vont nous amener à changer nos comportements et changer nos comportements vont nous amener à modifier, à affiner le sens que l'on y met, en fait. Et cette quête de sens, elle est spécifique à notre époque. Alors, quête de sens, quête spirituelle dont on a parlé, dont il est question énormément en ce moment. Qu'est-ce que c'est que cette quête spirituelle? Pourquoi ça vient comme ça maintenant? Alors bon, il y a plein de raisons, de critères, mais globalement, c'est ça notre dérive occidentale. Et quand je mets occidental, je mets occidental au sens large. Hein. Je ne dis pas Europe exprès ou Europe, États-Unis, Amérique du Nord. On est au sens plus large du terme. Mais cette dérive occidentale, c'est quoi? C'est que cette quête, aujourd'hui, cette quête de sens et cette quête spirituelle, qui semble être une réponse, qui, de mon point de vue, est aussi une réponse, hein, mais aujourd'hui, dans notre société, c'est devenu un business, c'est devenu une consommation comme une autre, qui enferme dans une nouvelle catégorie de ceux qui font comme ça. Donc, c'est bien, ça permet de faire avancer, mais c'est dangereux parce qu'il ne faut pas se laisser enfermer dans une nouvelle catégorie. C'est dangereux parce qu'il ne faudrait pas que ça nous laisse dans l'illusion de faire alors qu'on ne fait pas tant que ça.
hein. On dit que, mais on n'est pas tant que ça, on n'agit pas tant de cette manière-là. Et pourquoi? Parce que le spirituel, il y a une tendance à ce que le spirituel soit vu comme un outil, comme la solution. Et pour moi, c'est prendre la situation, c'est prendre la problématique à l'envers, on va dire. En tout cas, pour moi, il y a une confusion des éléments du contexte, globalement. Et donc, c'est ça qui produit des amalgames, des illusions et parfois des souffrances aussi. De dire, bah, mince, je suis dans la voie spirituelle, mais j'y arrive toujours pas et je suis toujours aussi malheureux. Ben ouais, c'est peut-être que la manière dont tu t'y es pris, c'est peut-être pas la manière la plus judicieuse ou la plus efficace. Il y a peut-être quelque chose de retors là-dedans. Pourquoi? Parce que justement, cette quête spirituelle apparaît, en tout cas, il y a cette tendance-là, dans laquelle certains plongent allègrement, de faire valoir, d'autoconviction, avec une recherche de sensationnel, une recherche d'expérience exceptionnelle, parfois de mise en scène. Et à chaque fois, ce dont il est question, c'est d'aller chercher à l'extérieur ce qui, en fin de compte, est à portée de la main. Et ça place beaucoup de personnes dans une situation de désœuvré, en fait. À dire, mais j'y arrive pas, ça ne suffit pas, c'est quoi encore qu'il me faut, hein? Et donc, dans cette souffrance existentielle, là où beaucoup de personnes sont et où ce qui s'est passé depuis 2-3 ans chamboule encore plus. Donc, il y a encore plus de personnes qui ressentent que la construction de leur existence, qui semblait bien solide, n'est plus si solide que ça. Ce qui n'est pas dramatique pour autant, mais c'est une épreuve à traverser. C'est douloureux, c'est fragilisant, etc. Là où, de mon point de vue, le sens et l'approche spirituelle sont pas à aller chercher ce dont il est question avec ma compréhension. Voilà, ça n'engage que moi. C'est un changement de regard et une posture individuelle différente. Pas chercher à tout prix par la force à attraper quelque chose ou à revendiquer ou à convaincre ou autre. Pas ça. De mon point de vue, quand on agit comme ça par la force, on ne peut pas rentrer dans ce monde plus grand, accéder à ce monde plus grand, dans lequel on baigne de toute façon. Mais les portes sont fermées, en fait. Elles sont fermées parce qu'on n'est pas dans l'accueil. Ce dont il est question, c'est d'être dans l'accueil. Cette posture, c'est une posture d'accueil. Pourquoi? Parce que ce monde plus grand, immatériel, il est régulé par autre chose que le monde matérialiste dans lequel on a l'habitude de vivre. Le monde dans lequel on a l'habitude de vivre, les repères que l'on a dans notre société occidentalisée, ce qu'on nous a dit qui était la vérité, c'est quoi? C'est la physique newtonienne, c'est la rationalité mentale, c'est le cartésianisme, entre autres. Le monde plus grand, il n'est pas régulé par ça. Il est régulé par d'autres logiques de fonctionnement. Donc, si on essaie d'atteindre ce monde plus grand, de se relier à ce monde plus grand avec les outils, les principes, les logiques d'un monde plus petit, on n'a pas accès. Ce n'est pas la bonne clé, en fait. Tout ça, c'est une question de clé. Et ça m'amène à, quand je regarde un petit peu tout ce qu'on peut me partager, dans le monde plus grand, la bulle d'oxygène n'a pas sa place. Le monde plus grand est le monde. Il n'y a pas de bulle d'oxygène qu'on va voir ou pas, comme j'avais pu l'expliquer en décembre notamment. La recherche héroïque n'a pas sa place dans le monde plus grand. Nourrir l'ego n'a pas sa place dans le monde plus grand. Se donner bonne conscience non incarnée n'a pas sa place dans le monde plus grand. Donc, il y a quelque chose, c'est on est prêt ou on n'est pas prêt. Et il n'y a pas de mieux, de pas mieux, de… Voilà, c'est juste, est-ce qu'on a l'attitude permettant de ou pas? Et cette attitude, elle peut arriver comme ça, elle peut être douloureuse, parce qu'on n'y arrive pas encore, mais elle est…
si je vois un petit peu tout ce qui se passe d'expériences personnelles, de gens avec qui j'ai pu discuter, etc., il y a l'aspect inattendu qui est extrêmement important. Et nous, on a l'habitude dans notre société à attendre, à provoquer et à maîtriser le tout. Donc, il suffit, et j'entends bien que il suffit, c'est entre guillemets, parce que c'est vraiment une manière de m'exprimer, mais qui ne correspond pas du tout à la manière d'agir. Il suffit de désapprendre la manière dont on arrive à faire les choses dans notre monde matérialiste pour accéder à ce monde plus grand qui, quand on le touche, que ce soit de manière très quelques dixièmes de seconde ou que ce soit pendant plusieurs minutes ou que ce soit pendant un temps plus grand, dans ce monde plus grand-là, en fait, il n'y a pas besoin de forcer. Les choses arrivent comme ça. Donc, il s'agit simplement d'accepter d'être plongé dans une réalité qui nous échappe. Qui nous échappe pourquoi? Parce qu'on ne la maîtrise pas. Et il est question d'obéir à ces principes et pas de rentrer en force. Et il y a énormément d'amalgames et d'incompréhensions, de mon point de vue, qui sont liées à cette incompréhension de posture. Donc, il s'agit d'une attitude, d'un état d'esprit, d'un regard différent, d'un respect profond, de sourire, de poésie, d'enchantement, d'humilité, enfin tout un tas de notions que l'on retrouve dans toutes les populations dites peuples premiers, etc. C'est ce qu'on retrouve comme fondamentaux dans toutes ces populations. Eux qui arrivent à vivre au quotidien dans ce monde plus grand et pour lesquels ils ne sont pas, je ne dis pas qu'ils ne sont pas en quête ou qu'ils ne vivent pas de crise existentielle, mais en tout cas, ils ne sont pas du tout du même ordre que celles que l'on peut vivre nous. Pourquoi? Parce que depuis tout jeune, ils ont appris à naviguer entre différents types de réalités, entre une réalité tangible, matérielle, et une réalité immatérielle, plus grande. Et ils naviguent, ils ont la clé de la porte, en fin de compte. Là où nous, on est encore beaucoup trop nombreux à ne pas avoir la clé, à la vouloir, mais on ne l'a pas. Et ça, c'est la posture. Ce n'est pas juste on passe commande, on clique sur la souris et on passe commande et c'est livré par dans la demi-heure, sinon on est remboursé. Donc, paradoxalement, tout ça, ça m'amène à dire que cette quête de sens, cette quête spirituelle de beaucoup, paradoxalement, notre atout pour arriver à ça, c'est le matériel et c'est notre corps. C'est l'aspect physique. Notre atout à la vie spirituelle ou sacrée, alors les deux termes sont pas, ils sont pas synonymes, hein, mais ils sont très fortement reliés. Le sacré, c'est ce que j'expliquais dans Tel un roseau et dans l'esprit des mots. Le sacré, c'est ce qui nous relie au vivant, en fait. C'est ce qui est posé comme un lien avec le vivant, qu'il soit visible ou invisible, qu'il soit tangible ou intangible. Le spirituel, il est lié à l'esprit, donc la part immatérielle qui est le souffle de vie. Donc on voit bien que le spirituel qui est le souffle de vie, hein, ce qui nous relie à notre esprit, est lié au sacré, puisque le sacré, c'est ce qui est vivant. Donc les deux sont de toute façon très fortement liés. Donc pour avoir une vie spirituelle sacrée, c'est-à-dire reliée au vivant, de tout ordre, hein, ça passe par le corps. Notre corps, c'est le médium, c'est notre outil. C'est notre outil pour nous relier, notamment par rapport à nos sens, ce que les philosophes de toutes les traditions ont exprimé depuis des milliers d'années, notamment. Donc, pour vivre dans une réalité plus grande que le monde tangible dit moderne, pour accéder à cette partie immatérielle, il faut s'ancrer dans son corps, profondément. Et quand je dis s'ancrer dans son corps, c'est pas s'ancrer dans son cerveau, c'est s'ancrer dans son corps, c'est-à-dire le cerveau, le cœur, le ventre et tous les organes. Et tout ce qui compose, voilà. Là où dans notre société, on a tendance à limiter notre corps, soit au cerveau, soit aux mains pour les artisans, les ouvriers, etc. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe.
c'est le cerveau, le cœur, le ventre et les mains pour agir. Donc, faire passer le corps avant, et c'est bien ce qu'on voit dans toutes les cultures, peuples premiers, traditions ancestrales, etc., ou chez nos ancêtres préhistoriques, etc. À chaque fois, ce qui avait une part prépondérante, c'était les arts. Donc, on est bien avec les mains, le sens et les mains. On fait avec la danse, donc on est bien dans le corps, le chant, donc on est bien dans le corps avec la voix, les artisanats avec la création, avec les mains. Ça passe par ça. D'ailleurs, dans la plupart de ces peuples toujours existants, toujours vivants, les hommes ou les femmes médecines sont des artistes. C'est le cas chez les aborigènes. On ne peut pas être un homme ou une femme médecine si on n'est pas artiste. On est d'abord artiste et c'est par l'art que l'on devient homme et femme médecine. C'est-à-dire que la guérison se produit par l'art. Pourquoi? Parce que l'art est une... Donc l'art par la danse, le chant, etc. Parce que c'est une porte d'entrée vers un monde plus grand qui nous relie au vivant. Et c'est ça qui est sacré, en fin de compte. La même chose chez les natifs en Amérique du Nord, en Afrique, etc. Les hommes et les femmes médecine sont des artistes ou des artisans en fonction de la terminologie qu'on donne, puisque ça, c'est une dichotomie du monde moderne. Donc, revenir au corps permet d'accéder à un monde plus grand, et en accédant à ce monde plus grand, il permet de nous sentir vivants, puisqu'on est relié au sacré. Là où aujourd'hui, les quêtes existentielles, en se disant mince, comment je fais, enfin voilà, on va pas dire je suis en crise, mais voilà, ça va pas, donc on met tout un tas de terminologie là-dessus. Mais pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on ne se sent pas vivant, on ne se sent pas humain, on se sent déshumanisé ou désincarné ou décharné en fonction de nos situations. Donc ce dont il est question, c'est de réparer le lien entre le corps et l'esprit, réinvestir nos corps, réparer le lien entre le corps et l'esprit, qui permet d'accéder à ce monde plus grand et donc d'être connecté au vivant, au sacré, et donc de mener une vie spirituelle. On en parlera tout à l'heure avec les Hopis par rapport à ce que je pourrais vous transmettre de Renaissance Man. Donc, ce dont il est question, c'est de réinvestir notre corps, d'apprendre à le connaître, de dialoguer avec lui, de l'honorer, plutôt que de l'anesthésier avec des produits, consommation de produits transformés, des médicaments, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en prendre. Je ne dis pas que tout ça n'est pas nécessaire, mais comme je disais tout à l'heure, revoir notre cohérence, les proportions, les justes dosages. Dans les sociétés traditionnelles, la santé, les principes de guérison passent par la guérison de l'âme, très souvent, même pour des problèmes physiques, et la guérison de l'âme passe par le corps, passe par des épreuves du corps. De la même manière, les rituels de passage passent par des épreuves physiques, corporelles. Il n'y a pas d'exception à ça, en fait. Mais nous, dans notre société, nous sommes un petit peu coincés dans un idéal de progrès, d'une idée du progrès, d'un monde matériel et matérialiste où on se rêve de pouvoir tout faire et tout empêcher en même temps. Donc, tout faire, l'homme tout puissant, et tout empêcher, il ne faudrait surtout pas mourir ou retarder le plus possible lors de notre mort, et ce qui amène aussi à des fins de vie désastreuses. Parce qu'il faut s'acharner pour pousser le plus longtemps possible. On est quand même dans cette tendance-là aujourd'hui. Notre civilisation, elle a pris l'habitude de la cosmétique et des pansements pour éviter d'accepter sa propre condition. Et c'est ça qui fait qu'il y a cette souffrance actuelle, et collective et individuelle. Parce que c'est comme s'il y avait un déni de notre propre condition humaine, du fait des épreuves que l'on doit traverser, du fait de nos limites et de notre immensité de capacité d'action. Voilà. Donc, on préfère changer les formes, changer les apparences, sans approcher ni toucher les déséquilibres sources, en fait. Et ça, on le voit en entreprise. On déplace le problème plutôt que de l'enlever. On le voit dans les institutions, avec toutes les réformes. On le voit dans le système de santé, avec les maladies, les accidents, etc., l'alimentation, la manière dont on gère les naissances, les décès, la vieillesse. On le voit dans toutes les sphères de notre quotidien. L'homme occidental, il est pris au piège, en fin de compte. Il s'est fait prendre au piège d'une structure mentale qui l'a coupé des forces. Oui, tu voulais dire quelque chose, Yvan?
juste te dire qu'il est 20h03, donc tu gères comme tu veux pour laisser qu'il y ait un temps après l'échange. Voilà, je Il me te laisse laisse. combien de temps encore? Je suis presque euh, à la fin. tu vois, 7 minutes max, si ça te va. D'accord, ok, Ça te va? très bien. Ok, merci. Euh, oui, donc je disais, l'homme occidental, il s'est fait prendre au piège dans une structure mentale qui l'a coupé des forces et des inspirations d'un monde pluridimensionnel et spirituel, en fin de compte. Et donc, ses habitudes de consommation et ses appétences l'ont fait être prisonnier d'un système où les futilités règnent, en fin de compte. Et c'est ça qui est complètement différent dans d'autres sociétés, dans d'autres mondes. Il est libre de choisir entre différentes futilités, mais il s'est détourné de son être profond. Et c'est de ça qu'il aspire en ce moment. Et c'est de ça dont il est question dans toutes les demandes, les revendications et les souffrances qu'on entend aujourd'hui. Notre idée du progrès nous enferme dans un confort qui nous déshumanise. Et donc, ce dont il est question, de mon point de vue, c'est de revoir notre notion du progrès. De revoir notre notion du progrès, de se questionner sur est-ce qu'on a bien besoin de garder ces habitudes-là? Est-ce qu'on ne pourrait pas en changer? Mettre à jour notre définition du confort pour en créer un autre. Et changer nos habitudes ne veut pas dire diminuer en confort. C'est simplement accepter de renoncer pour retrouver une part d'humanité que l'on a perdue en étant trop dépendant de tout un tas d'habitudes et de manières de faire, en fin de compte. Donc, ça paraît difficile, mais ça n'est pas tant que ça. Et ça n'est pas tant que ça quand on s'y prend, chacun à sa façon, sur nos propres critères, plutôt que de suivre des injonctions qui nous sont données par des modes médiatisés, plus ou moins. Donc, la situation actuelle de notre époque, elle est que oui, ça bouge, oui, on est en train de vivre un passage. Alors, est-ce qu'on est à l'avant le seuil, sur le seuil, ou ça, je ne sais pas encore exactement. En tout cas, ça bouge, mais ça bouge encore trop lentement. Ça bouge trop lentement parce que certaines personnes bougent déjà beaucoup, mais d'autres ne bougent pas encore. Et puis, ça bouge pas suffisamment. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette confusion entre, en tout cas, cette croyance encore prédominante de je possède, donc je suis, je consomme, donc je vis. Alors que on n'a pas besoin de posséder pour être et on n'a pas besoin de consommer pour exister. Mais on est encore dans ces automatismes-là. Donc ça, c'est l'une des problématiques. Et on se rend compte qu'ailleurs, en allant voir dans d'autres sociétés, donc notamment en Afrique, en Inde, en Amérique latine ou en Amérique centrale notamment, eux, ils ne sont pas avec les mêmes configurations. Donc, là où nous, on n'a pas forcément encore atteint notre point de bascule, ou nos points de bascule, parce que je pense qu'il y en aura plusieurs sur différents registres, ça va être au pluriel que ça va se jouer, il y a des points de bascule qui sont en cours autrement ailleurs, avec d'autres tonalités, d'autres vitesses, d'autres directions. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en avance ou en retard, ça veut dire qu'ils gèrent les choses différemment. Et en fonction des critères que l'on va regarder, eh ben, ils vont pouvoir nous inspirer et nous montrer l'exemple ou pas, en fait. Donc, l'idée, c'est de renverser les perspectives anthropocentristes, donc où l'homme est au centre de tout, et occidentocentristes, où l'Occident est au-dessus de tout, pour aller regarder ce qui s'est passé, ce qui se passe ailleurs. On est déjà dépassé donc, par rapport à ces sociétés-là. Je mets la Chine de côté, hein, c'est complètement différent. Pourquoi? Parce que ailleurs, il y a des idées de confort et d'expériences quotidiennes qui sont différentes, parce que le spirituel n'a jamais été déconnecté de leur quotidien pour ces populations-là, parce que la responsabilité individuelle et la débrouillardise sont au quotidien, avec ce qu'on appelle notamment le Jugad, qui est l'art de la débrouillardise à l'indienne, mais on retrouve la même chose en Afrique. Le low-tech, on n'a pas attendu de mettre un terme low-tech pour que ça existe sur ces continents-là, le do-it-yourself, etc. Les économies parallèles, qui sont plus fortes et plus présentes là-bas et qui font que ça échappe à une régulation institutionnelle. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut échapper aux régulations institutionnelles, n'empêche que ça met en place des collaborations, des interactions qui sont d'un autre ordre, où les échanges, les trocs sont favorisants et sont habituels par rapport à nos sociétés où ça a disparu et où ça revient un tout petit peu, mais de manière anecdotique encore. Parce qu'ils agissent sur un territoire plus restreint, ils ont moins de dépendance sur de très longues distances,
là où nous, on est dépendant de la planète complète, parce qu'il y a énormément de récupération et donc d'économie circulaire, même s'ils ont aussi des problèmes de déchets, de traitement de déchets, mais globalement, il y a beaucoup plus d'économie circulaire. Et puis, comme je le disais, parce que les dépendances sont d'un autre ordre et beaucoup plus restreintes que pour nous. C'est ce que j'expliquais notamment dans Tel un roseau, le fait que ces populations-là, n'ayant pas été coupées de la notion d'incertitude et de sacré, c'est-à-dire ils ont toujours intégré ça là où nous, on les a refusés, eh bien, ils sont en avance par rapport à nous. Pourquoi? Parce que sur le registre du sacré, ils ont un rapport à l'immatériel qui est essentiel et qui appartient à leur existence quotidienne, le lien aux ancêtres, le lien spirituel fort, le lien temporel passé, présent, futur, là où nous, on a tendance à regarder que le futur et à se découper par rapport, par rapport au passé, parce qu'ils vivent aussi avec l'oralité, le temps du rêve, les récits, donc qui ont cette notion de sacralité que n'ont pas les écrits très cartésiens que l'on peut avoir nous de notre côté. L'incertitude, eux, ils vivent avec ça, notamment avec leurs principes de vie quotidiens, les problématiques climatiques, etc., qui font que quand il y a une tempête qui passe, ils ont l'habitude de reconstruire, aussi déplorable que ça puisse être. Donc, ils ont un rapport à la sécurité différent par rapport à nous. Et donc, ils acceptent cette insécurité, cette incertitude, là où nous, on a besoin de tout contrôler et où on est totalement émietté dès que ça nous tombe sur le dos, en fin de compte. Et le côté domestique aussi, troisième registre, le côté domestique, où en fait, vu qu'ils apprennent ils voient autrement, ils ont confiance en leurs ressources et ils ont un sens de la mesure différent. C'est bon, il faut que j'arrête? Si tu veux bien juste conclure, je ne veux pas t'interrompre en plein vol. Je conclus. Si tu veux bien conclure. Quatrième registre, les rites de passage. On en parlera peut-être plus tard. Eux, ils ont toujours intégré ça, ce qui fait que on est en décalage complet par rapport à eux et que là où on pourrait s'inspirer, c'est leur manière d'agir individuellement pour voir différemment, qui nous permet de faire différemment. Et qui nous permettrait un passage vers plus d'autonomie, de responsabilité, qui permettrait d'inventer le futur, cette civilisation nouvelle à créer. Donc là, il y a vraiment l'annonce de l'utopie qui est importante. C'est bien d'être utopiste parce que c'est ça qui va nous permettre de créer quelque chose et de sortir du système actuel qui est dépassé. Et donc, ce passage vers une autre civilisation se fera de toute façon absolument pas de manière uniforme, mais je vous invite tous à aller vous inspirer et vous poser la question de vos propres comportements quotidiens, concrets, de tous les jours, pour changer vos habitudes petit peu par petit peu. L'idée étant de se réapproprier notre humanité là où on est déshumanisé à l'époque actuelle. Bien, merci beaucoup Audrey, merci beaucoup. C'est très passionnant. J'étais conscient de t'interrompre alors que une partie de moi ne voulait pas t'interrompre. Mais tu vois, j'ai pas beaucoup coupé. J'étais presque à la fin, donc pas de souci. Superbe. Alors juste avant que, peut-être Laurence, tu veux dire quelque chose, mais moi je voulais rester le gardien du temps. On a l'habitude de finir à l'heure, donc on ne va pas déroger. Et tu as prévu encore une séquence inspirée de la voix Hopi. Oui, donc ce qu'on s'était dit, c'est que ça pourrait être intéressant de faire le lien avec la population des Hopis, que je connais bien pour avoir partagé un certain temps avec eux et qui est notamment mon dernier livre, Renaissance Man, un conteur en terre Hopi. Donc, je vais vous proposer de vous lire quelques passages un peu décousus, mais qui font le lien avec certaines notions que j'ai pu aborder ce soir. Donc, quelques éléments de contexte, de compréhension. Donc, les Hopis, c'est une population d'à peu près 20 000 habitants dans le nord de l'Arizona, aux États-Unis. Donc, c'est un environnement très aride, en altitude,
très très secs. Ce sont donc ils vivent dans une réserve, au milieu de la réserve Navarro-Diné, qui est beaucoup plus grande, qui comporte beaucoup plus d'habitants. Et donc, ce sont des fermiers, agriculteurs qui sont à part par rapport aux autres natifs d'Amérique du Nord, pour plusieurs raisons, notamment le fait que ils sont les seuls à ne jamais avoir eu besoin de signer de traité de paix avec les Blancs, c'est-à-dire qu'ils ont toujours pu résister par la non-violence et maintenir leurs traditions, leurs croyances, leurs pratiques. Et aujourd'hui, on connaît assez peu de choses sur eux parce qu'ils se préservent. Donc, quand on rentre dans leur territoire, dans leur réserve, on a l'interdiction de prendre des photos, interdiction de faire des croquis, interdiction d'enregistrer, interdiction de se promener seul dans les villages sans être accompagné par un guide local. Donc, il y a tout un tas d'interdictions qui sont faites pour se préserver. Parce que leur expérience n'a pas toujours été comme ça, mais au début, où ils ont accepté que des Blancs viennent, et notamment des anthropologues ou autres, au XIXe siècle et début du XXe, ils se sont rendus compte que les Blancs n'arrivaient pas à comprendre quand on leur disait de ne pas faire ça, mais ils faisaient quand même. Et donc, au bout d'un moment, ils en ont eu marre, ils ont dit, puisqu'il n'y a pas d'autre solution, on va interdire. Parce qu'il y a des comportements qui sont des sacrilèges par rapport à nos pratiques, et on veut préserver l'aspect sacré de notre vie. Et voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer un homme qui ne veut pas donner son nom, donc qui se fait appeler Renaissance Man, qui est un touche-à-tout. Alors, il est à la fois un artiste, un guérisseur, un businessman. Voilà, il a fait tous les métiers du monde, on va dire. Et c'est un conteur. Et le conte est extrêmement important dans le sens où c'est une manière de se relier au sacré et une manière de transmettre les histoires des ancêtres, les principes de base de la vie. Donc, le récit est extrêmement important. C'est au-delà de l'histoire, il y a tout ce qui passe en plus sur d'autres niveaux. Et donc, je vous propose de vous lire quelques passages qui sont ce qu'il a dit lui. Ce ne sont pas des passages que moi j'ai écrits, mais des passages que lui a dit. Donc, vous faites comme si j'étais un vieil homme avec les cheveux blancs nattés, avec un peu d'embonpoint, assis sur sa table de cuisine avec un mug de café à boire, avec plein de bijoux tout autour de lui parce qu'il fabrique des bijoux et il vous raconte des histoires. Et voici quelques bribes. Si ton voisin était une star de cinéma, tu serais fatigué de ne plus pouvoir te promener dans ton jardin en sous-vêtements. Notre star de cinéma à nous, les Hopis, c'est ce paysage dans lequel nous vivons. C'est pour ça que nous préférons interdire les photos aux étrangers. Si tu insères une photo de moi, je n'ai pas envie d'être pisté ensuite et que cela perturbe notre tranquillité à tous. Les non-natifs sont souvent frustrés parce que pendant les cérémonies, ils ne peuvent pas prendre de photos, ils ne peuvent pas trop s'approcher, ils ne peuvent pas poser de questions non plus. Tu regardes, tu te tais et tu apprends. C'est ainsi que nous apprenons. Quand tu vis un moment, les images et les sons sont dans ton âme. Introduction. Donc, un autre passage. Lorsque les gens viennent et demandent combien coûte ceci, combien coûte cela, mais ce n'est pas comme si tout avait un prix, ni que tout pouvait être acheté. Il y a des choses que nous divulguons et d'autres pas. Nous ne parlons pas des cérémonies, ni des méthodes traditionnelles. S'il arrive que tu les vois, tu les expérimentes et tu les vis. Mais nous n'en parlons pas. Parce que ce n'est pas normal pour nous d'en parler. Parce que nous sommes évasifs avec nos enfants sur ces sujets, afin qu'ils apprennent le folklore au fur et à mesure qu'ils grandissent, l'air de rien. Nos ancêtres nous ont légué beaucoup de méthodes traditionnelles et d'esprits, des traditions, afin que nous les partagions avec nos enfants. Dans nos manières de faire, les enfants voient ce que les aînés font, tout comme un bébé imite. C'est notre manière d'apprendre de nos proches. Si un oncle est bon et qu'il explique à un jeune garçon, c'est ainsi que nous chassons, c'est ainsi que nous faisons ceci et cela, c'est ainsi que nous plantons du maïs,
eh bien l'oncle devient un héros aux yeux du jeune garçon et il imitera cet oncle. De la même manière avec les tantes, les grands-mères, les grands-pères. Mais s'il nous arrive de choisir les mauvaises personnes à suivre, nous finissons comme elles. C'est pour cela que je dis, saisis ta propre ombre. Connais-toi tel que tu es et ne deviens pas l'ombre de quelqu'un d'autre, parce que tu deviendrais l'idiot que tu suis. Dans mon mode de vie, c'est très simple. Je regarde, j'écoute, parfois je dis quelque chose. Et parfois, on ne peut plus m'arrêter non plus. Mais je regarde de la même manière que lorsque j'étais enfant. Autre passage. Lorsqu'un enfant prend son envol et cherche à savoir ce qu'il fera de sa vie, c'est un moment important. Moi, j'avais peur. Je ne savais pas quoi en penser. Qu'est-ce que je vais faire? Où vais-je aller? Je n'ai personne pour m'aider. Je dois trouver quelque chose. Alors, je me suis servi de mon talent. Et mon talent, c'est de me débrouiller tout seul à fabriquer des objets et faire des choses pour d'autres personnes, comme stocker des objets pour plus tard. Je me sens comme un écureuil. Je stocke toujours pour plus tard. Et je le fais toujours pour une bonne raison. Si j'ai plus que de besoin, je le mets de côté pour plus tard. Aucune raison de s'inquiéter de ne pas avoir une pièce nécessaire pour construire quelque chose. Toute ma vie, j'ai été comme un ermite. Je collecte des outils, des matériaux que je pourrais utiliser plus tard. Lorsque quelque chose ne fonctionne pas, je me penche sur une alternative. Cela m'aide à persévérer dans tout ce qui vient à moi. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été indépendant. Je n'ai jamais eu à aller chercher mon salaire auprès de quelqu'un, d'un patron. Ceux qui viennent chez moi, qui m'appellent boss, je leur dis « Excuse-moi, tu ne travailles pas pour moi, tu travailles pour toi. Tu es indépendant, tout comme moi. Tu m'apportes ce que tu veux vendre et je te l'achète. Et cela signifie que tu travailles pour toi. Je ne veux pas que tu travailles pour moi. Si tu ne le crées pas, je ne peux pas l'acheter. Et si tu ne travailles pas sous mon toit, ni sous ma supervision, donc tu es ton propre patron. Lorsque tu es artiste et que tu vends tes créations, tu crées quelque chose avec tes mains, avec ton esprit et avec tes pensées. Lorsque tu le sors de toi pour le créer dans le monde extérieur et que les gens commencent à collectionner ton travail, cela fait de toi un professionnel. Donc, je dis à ces jeunes, j'aime tes prétentions, continue, ne te décourage pas, n'abandonne pas, ne sois pas un perdant. Parce que tu vois, c'est tellement facile d'abandonner. Alors que si tu continues, les gens vont aimer ce que tu fais, ils vont collectionner ce que tu fais et tu deviendras célèbre. Alors ils disent, comment le sais-tu? Je le sais, je le vois déjà. Lorsque tu détectes du potentiel chez un jeune, tu te dois de lui donner tout le nécessaire à son succès. C'est ma façon de faire. C'est ce que je fais lorsque j'apprends à ces jeunes comment faire des bijoux, comment sculpter des poupées Katsina, comment travailler le cuir, mais aussi comment planter des graines. Tout ce que nous faisons pour aider quelqu'un d'autre est un commerce. Et si tu te fais payer pour ça, peu importe ce que tu reçois, tu le prends pour chez toi, à partager en famille. Si tu ne le partages pas, tu ne penses qu'à toi. Autre passage sur les initiations. Les initiations commencent à l'âge de 8 ans. Tu vas dans le désert avec seulement un couteau et tu dois rentrer à la maison. Mon grand-père m'a conduit dans le désert. J'ai suivi les traces de la voiture et suis arrivé sur l'autoroute. Un homme en camion s'est arrêté et il m'a emmené manger quelque chose. Puis il m'a conduit à la maison. Mon grand-père n'en croyait pas ses yeux. C'était censé être un test. Et tu es déjà là? Comment t'as fait? J'ai suivi les traces de la voiture. C'est pas comme ça que c'était censé se passer. Mais j'ai réussi ou pas? Évidemment que tu as réussi. Mon frère est resté 4 jours. Ils ont dû partir à sa recherche. Un jour, j'étais avec un troupeau de moutons et un chien. On avançait jusqu'à trouver de l'eau pour que les bêtes s'abreuvent. Au bout d'un moment, j'étais juste content de m'amuser dans l'eau. Et puis, en regardant autour de moi, le troupeau était parti. Il y avait des traces partout, dans tous les sens. Impossible de suivre quoi que ce soit. J'étais perdue. Je devais attendre que les bêtes reviennent. Elles reviendraient le lendemain pour s'abreuver. En attendant, je devais trouver un endroit pour passer la nuit sans être en danger face aux animaux alentours. J'ai donc grimpé sur le réservoir du château d'eau. J'avais froid, je ne pouvais pas dormir. J'ai passé la nuit à regarder les étoiles. Le lendemain, le troupeau est revenu boire. Cette fois-ci, je n'ai pas nagé. Je voulais rentrer à la maison et manger. En rentrant, on m'a demandé « Pourquoi t'es pas rentré hier soir ?» Je leur ai dit que je voulais regarder les étoiles. Et il éclata de rire avant de poursuivre.
Si tu es dans le désert, quel animal vas-tu suivre? Inutile de suivre un oiseau, puisque tu ne peux pas voler. Inutile de suivre une souris, parce qu'elle mange de l'herbe et que ça ne te suffit pas pour survivre. Inutile de suivre les fourmis, parce que tu n'aurais pas assez à manger. C'est un petit animal lent qui te mènera à ce dont tu as besoin. La tortue t'amènera à l'eau, aux fruits et à un abri en sécurité. Lorsque tu es enfant, observe les animaux et ils t'apprendront tout. Et un autre passage. Quand tout ce que vous avez, vous ne le devez qu'à vous-même, à personne d'autre, vous avez fait avancer les choses, peu importe à quel point c'était difficile. Et vous vous sentez libre, vous êtes accompli, vous êtes heureux de ce que vous avez fait. Quoi qu'il arrive, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même, à personne d'autre. Beaucoup de gens perdent leur temps et leur énergie à accuser les autres ou la vie. Fais ce qu'il faut pour finir ce que tu as commencé. C'est comme ça que tu apprends. Peu importe les situations, on ne se sert pas des gens, on ne les utilise pas. C'est un manque de respect et la vie vous le fera savoir. Un dernier, il me reste 3 minutes. Il s'agit de sa réaction par rapport aux mines d'uranium qui sont dans la région. C'est un activiste aussi. Et à ce propos, il dit: quand tu vois des animaux ne pas ressembler à ce qu'ils devraient, avec des jambes supplémentaires, les plantes qui disparaissent, il ne s'agit pas de ce que la nature crée normalement. Il s'agit des problèmes créés par les hommes en déposant notre confiance auprès des politiciens qui décident de faire ce qu'ils font sur les terres indiennes. Chaque fois que cela s'est passé comme ça sur les terres indiennes, ils font et laissent leurs déchets derrière eux. Et qui payent pour cela? Ceux qui vivent aux alentours. Ici, sur la réserve, nous ne sommes que des Indiens. C'est la mentalité. Si nous pensaient membres d'une même famille, peut-être qu'ils nous respecteraient. Nous ne sommes que des objets à disposition pour ce que le gouvernement daigne faire de nous. La loi. Ils croient que la terre leur appartient. Les Blancs croient que la terre appartient à ceux qui la foulent, que la terre nous appartient. Non, nous appartenons à la terre. Tôt ou tard, nous y reviendrons, peu importe la manière dont nous serons enterrés. La destinée est une chose. Nous vivons notre vie, nous mourrons, génération après génération. Si nous ne prenons pas le temps de préparer la terre et de la réparer pour ce qu'on y fait, alors qu'aura la prochaine génération? Nous sommes censés avoir confiance en ceux que nous amenons dans les bureaux. Les politiques sont parfois juste là pour nous-mêmes. Pour eux-mêmes, pardon. Ils ne sont pas là pour les gens. Ils font de fausses promesses. Nous allons vous apporter de ci, de ça, alors qu'ils sont ceux qui causent les problèmes. Nous autres, êtres humains, nous sommes les parasites de cette terre. Nous sommes le cancer de cette terre. Nous la détruisons. Nous ne faisons que prendre d'elle pour satisfaire nos nécessités et notre avidité. Et ce qui nous importe, c'est l'eau, les minerais, l'or, l'argent, et ce qui nous est utile pour nos jouets et nos collections. Nous, les Hopis, nous utilisons ce qui est sur le sol, en surface. Nous n'allons pas dans le sol. Ce serait comme déterrer les morts pour les ramener à la vie, et ça ne se fait pas. Un bois mort peut être sculpté en poupée Katsina, en un jouet donné à un enfant, en un arc et des flèches pour la protection et pour la chasse. Beaucoup de choses que nous prenons pour acquises ne seront pas là éternellement. Nous sommes les parasites de la terre. Cela s'est imposé à moi au fur et à mesure. La terre ne peut plus attendre pour être réparée. Les signes nous sont donnés à cause du réchauffement climatique, des tsunamis, des tremblements de terre, des inondations. Le sol qui nous donnait tout nous reprendra tout. Alors que nous sommes pressés d'acheter des terrains, le plus drôle est que nous avons tous 6 pieds sous terrain lorsque nous sommes morts. Et nous avons des étiquettes. Je me fiche de ce que les gens peuvent bien être tant que je peux leur serrer la main, leur parler et les appeler mon ami. Nous sommes tous des êtres humains. Cela n'a rien à voir avec la couleur de peau, la religion ou autre. Cela a juste à voir avec passer du temps ensemble et bien s'entendre. Lorsque les gens sont venus en Amérique du Nord, sur les terres indiennes au moment, ils ont appris à adapter leur manière de vivre. Ils étaient des fermiers, des gens simples vivant de la terre. Ils n'étaient pas là pour exploiter le sous-sol, le pétrole, les diamants et l'or. Nous sommes trop fixés sur le pouvoir, sur la richesse, sur la plus jolie barrière ou la plus grosse voiture. Si tu as de quoi manger lorsque tu te lèves le matin, considère-toi chanceux. Trop nombreux sont ceux qui vont au lit le soir le ventre vide.
voici quelques bribes des récits de Renaissance Man.